c'est peut-être effectivement l'une des lignes directrices de ces films. On a dit qu'effectivement, c'est Anthony Burgess qui a travaillé sur les dialogues des 3 tribus à travers 3 types de vocabulaire différents. Et dans la même manière, on va voir que dans les 12 films, en réalité, il y a 12 propositions de mode de vie, que ça soit chez les ours, chez les hommes préhistoriques ou chez les supporters de clubs de foot. Et finalement, ça revient un peu. Ou chez les moines. Ou chez les moines, voilà. Donc, c'est chronologique, donc on va démarrer par la victoire en chantant, Maestro, extrait. Je regarde l'extrait, je m'en souviens. Je suis donc bien seul. De plus, voilà plus de 6 mois que nous n'avons reçu aucune visite et aucun courrier. Il paraît que ce ne sont pas là des délais extraordinaires pour cette partie de l'Afrique. Mais il me tarde tout de même de savoir ce que devient Paris. Que donne-t-on au théâtre français, à l'opéra, que nous prépare Debussy, que devient Peggy? Et où en sont nos amis socialistes? Dans les affaires coloniales, dites-leur d'être réservés quant à l'infériorité de la race noire. Vu de près, cette infériorité tient moins à la forme du crâne ou à la composition du sang qu'au sentiment que nous avons de notre propre supériorité. Quitte à surprendre, j'ai l'audace d'affirmer que, sous bien des aspects, les indigènes ne sont pas loin de mériter le beau nom d'homme. Merci, Barthélemy. Je vous souhaite, mon cher maître, une très heureuse et très calme année 1915, respectueusement, fidèlement vôtre, Hubert Frénois. Voilà. Donc, j'ai envie de poser un peu les mêmes questions à chaque extrait pour situer. Vas-y. Donc, d'abord, 1976, c'est tourné dans quel pays? C'est tourné dans le nord de la Côte d'Ivoire, aux confins du Burkina Faso. La totalité du film a été tournée là-bas, avec quelques acteurs français, une toute petite équipe. Et c'est censé se passer à cet endroit-là? Il n'y a pas de... Non, c'est censé se passer à la limite du Tchad et du Cameroun. Le Cameroun, autrefois, était une colonie allemande. Le Tchad, ainsi que le Niger et le Mali, c'est-à-dire que le Sénégal et le Mali étaient liés à l'époque, et étaient des pays de domination française. Et l'histoire est que en 1915, les Français complètement isolés, un petit groupe de Français complètement paumés au milieu de la Rousse, apprend qu'il y a la guerre en Europe. Avec les Allemands. Oh, les Allemands, mais ils habitent à côté, à 20 km de là, une petite colonie allemande, c'est leurs copains. Oh, ben on va faire la guerre, puisque c'est la guerre, vive la France. Et tout ça inspiré d'histoire vraie, évidemment. Mais on fait ça prudemment, c'est-à-dire on le fait, entre guillemets, par nègre interposé, je prends les termes d'époque. Et cette histoire a véritablement existé dans un endroit qui s'appelait Mora, et dans un autre endroit où je suis allé, qui était au Gabon, où il y a à peu près la même histoire, où 1 an après le début de la guerre, les petits groupes coloniaux se sont fait la guerre par Africains interposés, recrutés sur le marché. Je ne suis pas sûr que tu as choisi un morceau très... Alors, j'ai pris un morceau où il y avait un commentaire sur ce qu'est la vision de l'homme blanc sur l'Afrique, et donc sur la civilisation africaine, avec, et c'est un mec de gauche, il faut quand même préciser, oui, bien sûr, dans le film, ce qui n'est pas le cas de tous les personnages, et que ce discours est quand même assez marrant avec le recul du temps. Oui, bien sûr. Si vous voulez, ce qui s'est passé, c'est que moi j'ai eu un choc phénoménal après avoir fait l'école de Vaugirard, qui s'appelle aujourd'hui l'I-Lumière, et l'IDEC autrefois, qui s'appelle maintenant la FEMIS. Je suis sorti très jeune, je suis sorti à 19 ans et demi, diplômé de ces 2 écoles, et j'avais été repéré par le ministère de la Coopération, qui m'avait fait signer un paplard en disant, plutôt que d'être troufion,
allez donc au Cameroun, on a besoin de vous pour faire des films d'éducation de base. J'avais signé bien volontiers. Pour moi, j'avais encore 3 ans de sursis, donc je m'en foutais un peu. Et puis finalement, le jour est venu. Je suis parti au Cameroun en pensant que j'allais détester. Et au contraire, j'ai adoré. Et adoré avec tout un tas de limites, évidemment. J'étais extrêmement choqué de voir l'attitude de la communauté française vis-à-vis de la population locale, avec laquelle je me suis beaucoup lié. Et j'ai appris tellement de choses, non seulement sur la civilisation africaine, mais sur moi, sur ce que j'étais et ce que je devrais être, et ce que je n'étais absolument pas. Moi, je suis de formation très littéraire, j'ai fait latin-grec, j'ai fait du grec à la Sorbonne, enfin bon, je me voulais un intellectuel rigide à la française, et j'ai tout débarrassé, tout ça en Afrique. Ça a ouvert mon cœur, et j'aurais jamais fait les films que j'ai faits sans ce coup de foudre. Et tu as constaté que le vocabulaire avait peut-être évolué, mais que le regard réel de certains hommes blancs, pas tous, sur l'homme noir n'était pas fondamentalement différent depuis 1915. Et non, bien sûr, et qu'il n'est toujours pas différent aujourd'hui, souvent. Donc, si vous voulez, voilà, c'est un cri du cœur, un cri d'amour pour un continent qui m'a ouvert les yeux et ouvert le cœur. Et je m'étais juré de faire mon premier film en Afrique et sur l'Afrique. C'est un scénario original. J'ai fait un bid considérable en France. Le hasard, un peu comme un météorite qui vous tombe sur la tête, j'ai eu l'Oscar pour ce film. Et depuis, donc, je suis Oscar Winning Director, ce qui change complètement ma vie. Depuis ce jour-là, dès le lendemain de l'Oscar, j'ai reçu un monsieur qui venait des États-Unis, qui était un des grands agents américains. Je suis toujours dans cette agence américaine à Hollywood, et j'ai reçu depuis une proposition de film par semaine, encore maintenant. Donc, si vous voulez, là, ça fait partie des coups de hasard et des coups de chance. Mais ce coup de chance, j'en ai profité pour faire les films que j'ai voulu après. Néanmoins, ton deuxième film est totalement français, et nous allons voir un extrait. Pendant qu'on attend, j'ai voulu faire un film. Moi, je lève mon verre à la plus formidable bande de salopards que j'ai jamais rencontrée. Je lève mon verre au tas d'ordures qui m'entourent. Il y a de quoi remplir une sacrée poubelle. Si c'est une plaisanterie, j'avoue que je ne la trouve pas très drôle. Silence! Nom de Dieu! J'essayais de vous faire rire. C'est l'histoire d'un mec qui viole une fille. Et comme on a besoin de lui pour jouer au foot, on accuse un pauvre connard. Vous le connaissez, président? Ouais? Je vais la raconter. Asseyez-vous! Vous serez bien pour rigoler! Asseyez-vous! On ne bouge pas! S'il y en a un qui se lève, je raconte tout à la presse. Tout ce que je sais. On se tait! C'est moi qui parle, maintenant. Toi, Brochard, t'as fait un faux témoignage à cause de toi, j'ai pris 2 mois de prison. Alors écoute-moi bien. Demain matin, je prendrai ta belle bagnole, je viendrai dans ton beau garage, je jouerai aux autotamponneuses. Je vais faire du stock-car dans ta vitrine, mon salaud. Je vais tout bousiller chez toi, ça, jusqu'à tes pompes à essence, ça sera plus un garage que t'auras, ça sera un cimetière de voitures. Demain matin. L'explication se poursuit, mais ça aurait fait un... Mais là, comme petit échantillon humain, c'est pas mal quand même. Oui, bah, Patrick Devers était un acteur formidable, hein, un acteur exceptionnel. Alors, l'année, c'est contemporain, et le lieu, c'est... Alors ça, j'ai tourné ça à Paris, tout simplement à Paris, mais ça se passe normalement dans une petite ville de province, et c'est l'histoire d'un mec que tout le monde méprise, qu'on sort de prison parce qu'il manque le buteur de l'équipe de foot, et le ballon rebondit sur la jambe, il marque le but qui rend l'équipe victorieuse, et il devient un héros. Qui était un peu mon histoire d'ailleurs, parce que
à cette époque-là, donc je venais de faire La Victoire en chantant le film, donc vous avez vu un extrait, et tout le monde était très content de voir que je me plante, donc j'étais plus rien, plus personne ne me parlait, sauf qu'un jour, boum, j'ai l'Oscar, et d'un seul coup, je deviens génie. Et curieusement, j'étais en train de préparer un film qui racontait cette histoire-là. Un mec, un pauvre con, merdeux, que tout le monde se fout de lui. Et puis oui, d'un seul coup, il devient le héros de la ville, il est porté en triomphe. Et à l'époque, évidemment, mon producteur, Alain Poiret de Gaumont, ne voulait absolument pas de Patrick Devers, parce qu'il était sous substance. Et il voulait Depardieu. Moi, je ne voulais pas Depardieu, qui est un très bon acteur et un ami, mais Depardieu est solaire, je voulais quelqu'un de lunaire comme Patrick. Et là, il est très exemplaire dans son rôle, en étant à la fois tendre et violent. Et c'était sa caractéristique, était extraordinaire. Quand je tournais avec lui, il était comme un enfant, on avait le même âge. Il était comme un enfant. À chaque prise, surtout la première prise, il me regardait. Alors, me disait-il, et il voyait sur mon visage que je pensais qu'on pouvait faire mieux. Alors il se précipitait sur moi, il me déracinait, comme ça. Moi, j'étais sûr qu'il allait me péter la gueule, parce qu'il avait des biscottos de la taille de mes cuisses. Et après m'avoir soulevé, il me reposait tout doucement. Et puis il me disait, tu vas voir la prochaine, tu vas voir. Et il recommençait. Et on a eu un rapport absolument divin sur ce film. Je me souviens, c'est pas un secret, que quand j'ai dîné avec lui un soir, et je lui ai dit, écoute, on ne peut pas te prendre parce que tu n'es pas assurable. Parce qu'il était tellement sous substance que les assurances ne voulaient pas le prendre, donc on ne pouvait pas faire un film avec un acteur qui n'était pas assuré. Et il m'a regardé longuement, il m'a dit j'arrête. Il a arrêté, vraiment. Les substances, pas le film. Hein, pas le film. Il a commencé à faire des exercices, à reprendre la santé, jusqu'à la fin du tournage, où là, se préparant pour le film de Corneau qui s'appelle Série Noire, il a replongé, et j'ai eu un petit drame. Il est devenu très violent, il a pété la tronche de mon accessoiriste. C'est la seule fois de ma vie où j'ai vu 4 dents tomber sur le carrelage. Et un accessoiriste en sang, une équipe en grève, et Patrick ne voulant pas s'excuser. Enfin bon, c'était la complexité de Patrick, mais moi je dois dire qu'avec lui j'ai eu un rapport complètement incroyable, comme je souhaite à tous mes metteurs en scène d'avoir un rapport avec ces acteurs. Alors, le milieu ou la civilisation que l'on voit, c'est la France contemporaine. C'est le seul de tes films qui montre ça. Sous un jour assez violent, bien que ce soit une comédie. Et c'est Francis Weber qui a écrit le scénario. Pardon. Avec toi. Non, le scénario a été un travail entre Alain Godard et moi. Oui. Et quand j'ai eu l'Oscar, Francis Weber, qui était au sommet de sa gloire... c'est lui qui a fait le dîner de con. Hein, voilà. Et c'est un remarquable scénariste. Et j'ai travaillé, après avoir travaillé pratiquement 1 an sur le scénario, j'ai travaillé avec Francis, qui m'a beaucoup appris, qui est un type formidable. Et c'est lui qui a eu l'idée, dont je suis très reconnaissant. C'est-à-dire que nous avions, après la scène que vous avez vue, une scène de vengeance. En fait, on a fait beaucoup mieux grâce à lui. Il ne s'est pas vengé, mais il a créé la terreur. Enfin bon, ceux qui ont vu le film, alors, ça. L'idée que sur l'Afrique, la répulsion que t'inspire le colonialisme, etc., est-ce que la façon dont les Français, les beaufs, sont montrés correspondait à ce que tu ressentais à l'époque? Et moi, j'en viens, j'ai beaucoup de tendresse pour ce milieu-là, le milieu que s'appelle les beaufs, oui. Parce que j'en viens. Je me suis toujours amusé quand j'étais enfant à moquer mes parents, leurs voisins, mes cousins, mes cousines. Donc c'est un milieu dont j'aime sourire, mais pour lequel j'ai beaucoup de tendresse, bien sûr. Je n'arrive pas à mépriser les gens, jamais. Je trouve toujours de bonnes raisons aux gens d'avoir leurs opinions. Donc j'ai fait ce film-là en replongeant dans un milieu qui a été le mien pendant toute mon enfance, mon adolescence. Très bien. Et on passe au 3e extrait.
Fabuleux de la civilisation, sur le plan technique, puisqu'il y a le feu qui arrive, sur le plan des relations entre les sexes, puisque finalement c'est une femme qui montre aux hommes comment faire, et sur le plan humain, ce sont deux tribus différentes qui, au lieu de se foutre sur la gueule, finalement finissent par... là, par rapport à ce qu'on voit précédemment dans le film, c'est un progrès considérable. Alors, dans les mêmes questions, on est en quelle période et où est censé se passer et où as-tu tourné? Alors, la période a été datée à l'époque moins 80 000. En fait, aujourd'hui, on pense que ça serait plutôt moins 300 000. Parce que, si vous voulez, la progression de la civilisation a été très lente. Ceci étant, à l'époque où j'ai tourné le film, c'est-à-dire en début 80, il y avait encore des tribus. Je les ai connues, je suis allé avec elles, les tribus de pygmées qui ne savaient pas vers le feu, qui trimballaient le feu avec des brandons serrés les uns contre les autres pour garder la flamme. En fait, c'est assez compliqué de faire le feu, même avec ce système qui est un système traditionnel. Ceci étant, alors la réponse à ta question, où ça se passe dans l'histoire, dans un lieu indéterminé de la planète, afin de mélanger, de mêler et de ne pas dire c'est tourné en Afrique ou c'est tourné en Europe, j'ai tourné, effectivement, j'ai mélangé les scènes. Cette scène que vous venez de voir a été tournée au Canada, au nord de l'Ontario. Le début est tourné en Écosse, le milieu est tourné au Kenya. J'ai tourné aussi dans le Grand Nord canadien. En mélangeant tout ça, il y a même une scène où ils mangent des feuilles. Le plan large est fait en Écosse, à Glencoe, et les plans serrés sont faits dans la plaine de Tsavo, au Kenya. Beau travail amusant de raccord. J'adore faire ça, j'adore mélanger. D'ailleurs, on parlait de Buñuel tout à l'heure. Buñuel s'était beaucoup amusé sur Robinson Crusoe de tourner tous les plans où l'on ne voyait pas la mer contre un mur de béton. Parce que si le raccord marche, on croit à la réalité du lieu. Et les mammouths, si je ne m'abuse, étaient en Écosse, parce que c'est tellement plus simple d'avoir des éléphants en Écosse que de les avoir en Afrique quand on est au Kenya. Autant faciliter les choses. On a besoin d'éléphants domestiqués pour les habituer à avoir un costume, et donc il a fallu que je fasse louer pendant 6 mois des éléphants à un cirque anglais, et que comme je prévoyais de tourner en Islande, mais qu'il y a eu une grève des acteurs à Los Angeles, et que du coup, on s'est aperçu que, alors que mes éléphants étaient dans un cargo et qui tournaient autour de l'Islande, il y a eu une grève des acteurs aux États-Unis. J'étais obligé de changer de production. Ça ne pouvait plus être une production américaine soutenue par Fox, mais il a fallu que je le transforme en production franco-canadienne. Mais qui était bidon. En fait, c'était toujours Fox qui était derrière, mais j'étais obligé d'avoir une autre façade. Et le temps que ça a pris, seulement quelques semaines, figurez-vous qu'il y a une loi en Islande, où j'avais prévu de tourner, qui interdit l'exportation des quadrupèdes, une loi du XIe siècle, à partir de septembre. Or, nous étions en juillet. Alors pourquoi cette interdiction? Parce qu'au Moyen-Âge, ils envoyaient des poneys pour les mines anglaises, et les poneys arrivaient les pattes cassées, puisqu'il y avait évidemment de la houle. J'ai réussi à faire changer la loi pour importer les éléphants. J'ai eu un dîner très agréable avec la présidente de la République qui a fait modifier la loi. Sauf que le Parlement islandais ne se réunit que quelques mois par an, et que nous n'avions pas prévu que le film allait durer, et qu'on allait avoir un retard. On s'est aperçu que pour tourner les plans, on allait déborder sur septembre, et qu'il fallait pourtant ramener les éléphants à temps parce qu'ils avaient des contrats en Inde avec un cirque. Du coup, on a effectivement tourné dans un décor de secours que j'ai trouvé à la dernière minute, en allant balader avec ma femme, qui avait la gerbe parce qu'on était dans les routes d'Écosse, et on a tourné à Glencoe, dans un endroit où c'est très très froid. Après, si vous voulez des anecdotes sur les mammouths, ce sera une autre fois, parce que sinon c'est un peu long à raconter, mais c'est assez pittoresque. Mais
Là, on n'en est qu'au 3e extrait, et vous allez voir qu'on en a fini les 12. Il y a peu d'endroits où Jean-Jacques n'ait jamais été et où il n'est pas tourné. C'est vraiment un citoyen du monde, c'est le moins qu'on puisse dire, et on passe au 4e extrait. Erbavana, outrisui, optenon loqui. I trust my words did not offend you, Brother William. But I heard persons laughing at laughable things. You Franciscans, however, belong to an order where merriment is viewed with indulgence. Yes, it's true. St. Francis was much disposed to laughter. Laughter is a devilish wind, which deforms the lineaments of the face and makes men look like monkeys. Monkeys do not laugh. Laughter is particular to man. As a sin. Christ never laughed. Can we be so sure? There is nothing in the scriptures to say that he did. And there's nothing in the scriptures to say that he did not. Why, even the saints have been known to employ comedy to ridicule the enemies of the faith. For example, when the pagans plunged St. Maurus into the boiling water, he complained that his bath was too cold. The Sultan put his hand in and scalded himself. A saint immersed in boiling water does not play childish tricks. He restrains his cries and suffers for the truth. And yet, Aristotle devoted his second book of Poetics to comedy as an instrument of truth. Là, on est au cœur du débat, c'est le moins qu'on puisse dire, sur deux conceptions de la chrétienté et même de la dignité de l'homme par deux ordres monaco, monaco, je sais pas, différents. Franciscain contre bénédictin. Voilà. Et le film est d'une richesse exceptionnelle, mais quand on a fini de le voir, on se dit que cette histoire du rire et de la place de l'homme par rapport à quelque chose de plus grand est absolument centrale. Voilà. Alors ça, le film s'appelle Le nom de la rose. On est tiré d'un livre d'Umberto Eco qui était alors, on commence quand ça, où ça, et où est-ce que c'est L'action est située en 1324 en Ligurie. J'ai tourné le film entièrement en décor construit. Là, ce que vous avez vu, c'était un des rares décors qui n'était pas construit. Certes, tous les accessoires ont été faits pour le film, y compris les manuscrits, qui ont mis à peu près 1 an à être refaits à la manière d'époque. Sinon, tout le reste du film, c'est un énorme décor construit dans la périphérie de Rome. J'ai tourné le film entre l'Allemagne et l'Italie parce que quand j'ai proposé de faire le film en France, c'était impossible. Les gens me disaient qui veut aller voir un thriller dans un monastère au Moyen-Âge, ça n'intéressera personne, histoire de moine. Heureusement qu'ils se sont bien trompés. Mais du coup, j'ai été vivre en Allemagne et en Italie pendant 4 ans. Voilà. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que je ne l'ai pas vu entre les mains, mais j'ai quand même cru comprendre que tu avais été voir toutes les églises d'Europe, à peu près, et que tu as dressé une sorte de Guemillo en mettant 3 étoiles sur le transept, 2 étoiles sur le chœur et 1 étoile seulement sur les piliers, et que en réalité, tu as fait un travail de repérage absolument unique dans l'histoire du cinéma pour pouvoir finalement reconstruire un certain nombre de choses et oui, j'ai réussi, j'ai fait reconstruire parce que j'ai vraiment pas trouvé. J'ai visité 325 monastères. J'ai fait à peu près la totalité des monastères espagnols, la totalité des monastères français, ceux du sud de l'Angleterre, du Portugal, de l'Italie, je ne sais plus si je l'ai dit. Enfin bon, je me suis aperçu qu'évidemment, le monastère que j'avais en tête et que je voulais pour le film n'existait pas. Il existait seulement dans ma tête, donc j'ai dessiné ce qu'il y avait dans ma tête et j'ai pris un grand décorateur qui s'appelle Dante Ferretti et nous avons construit cet immense décor qui était le plus grand construit en Italie depuis Cléopâtre. Et là, je reviens d'Italie, ça reste un classique, si vous voulez. Parce que depuis le film Cléopâtre, pas depuis... Le film Cléopâtre, pas depuis la dame. Avec Elisabeth Taylor, en 63. Voilà. Enfin, il y avait un énorme décor sur Cléopâtre, il fallait des voitures de golf pour aller d'un point à un autre. Moi, c'était un peu la même chose. Le décor était extrêmement fatigant, parce que j'ai construit sur une pente. Enfin voilà, c'était
une aventure extrêmement risquée et qui a... c'est un film, si vous voulez, qui passe toujours dans toutes les télévisions du monde et qui, dans pas mal de pays, a tenu la position numéro 1 dans le box-office télévision. On avait fait à l'époque 9 millions d'entrées rien qu'en Italie. Un peu plus en Allemagne, on a fait 5-6 millions en France, etc. etc. Bien. 5e extrait. On est toujours dans la chronologie. On t'entend plus. Non, Il coupe. Pour ma part, j'y ai vu la bagarre entre deux civilisations, celle de l'ours et celle de l'homme, et visiblement c'est l'ours qui gagne. Alors c'est quand, c'est où Alors l'histoire se passe en Colombie-Britannique en 1875, là aussi basée sur une histoire vraie, mais qui était racontée du point de vue du chasseur. Là j'ai pris le point de vue du chassé, et j'ai tourné, non pas en Colombie-Britannique où se passe l'histoire, mais dans les Dolomites italiennes et dans le Sud-Tyrol autrichien. Mais quand j'ai fait une présentation à la reine de Hollande, des Pays-Bas, elle avait convoqué tous les ambassadeurs, y compris l'ambassadeur du Canada, qui vient vers moi après la projection. Il m'a dit, écoutez monsieur, je suis de la Colombie-Britannique et je n'ai jamais vu mon pays aussi joliment représenté. Bravo. Évidemment, rien n'avait été tourné en Colombie-Britannique. Donc voilà. Alors, cela dit, sur cette scène-là, on se dit, même si on a envie d'être comédien, on n'aurait pas forcément aimé être à la place de Tchéky Cario. Il a eu tellement peur, parce que là, il y a zéro trucage, zéro. C'est la première prise. Parce que les griffes, elles passent à ça par moment. Ah, elle passe à ça, absolument, oui. J'en sais quelque chose, parce que j'en ai encore des petites marques quelque part. Oui, toi, c'est passé à ça. Je ne peux pas vous montrer par décence. Mais effectivement, là, cette scène-là était particulièrement audacieuse à tourner. Ce qui était remarquable, c'est que l'ours, on lui avait commandé la violence, il l'a fait très bien. En fait, j'avais construit un bout de décor dans un paysage réel, sur une route, où il y avait un précipice. Et ce précipice était la manière pour le comédien, si ça se gâtait, de sauter dans un filet, comme au cirque, dans un filet qui était à 20 mètres en dessous. C'est quand même beaucoup, 20 mètres. Hein. Mais on savait que l'ours ne sauterait pas, lui. Donc, en cas de danger, il devait sauter. Et j'avais placé le dresseur juste derrière Tchéky, dans un recoin du décor que j'avais donc construire avec les mêmes matériaux que le décor environnant, qui est un décor de calcaire. Et j'avais fait une petite source, ça c'était un décor, j'avais fait un trou dans mon décor pour mettre une des caméras, j'avais 2 autres caméras, j'ai tourné à 3 caméras. Lorsque l'ours, on lui a continué à lui demander de faire peur à cet homme qui, vous le savez sans doute, il y a une odeur de la peur.
Et quand il a senti l'odeur de la peur, il s'est dit, mais qu'est-ce que je fous là? Pourquoi je suis méchant avec lui? Je l'ai déjà vaincu, il est comme un nul, comme un con, je me barre. Et il a fait la scène exactement comme elle était écrite. Parce que, si vous voulez, l'animal a compris que c'était pas la peine d'insister, il avait affaire à un mec lamentable qui ne pouvait même pas se battre avec lui, donc il est parti. Mais il ajoute très très bien la peur. Ah, il ajoute très bien, oui, il l'a eu vraiment. Il a réellement... Ah ben il était mort de trouille, ça. Mais attendez, je le comprends. Moi, je peux vous dire qu'après, je suis passé sous lui, l'ours, là, j'ai cru mourir aussi. J'ai passé quand même 2 mois à aller à l'hôpital le matin et le soir. Donc je peux vous dire que c'était pas une blague. Mais ça, c'est l'avantage du réalisme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on fait tout en numérique. Tout le monde aime beaucoup ça. Sauf que vous n'avez pas ce réalisme-là. C'est-à-dire qu'on y croit moins, donc on est moins ému. Alors on s'amuse différemment. Je ne suis pas contre, hein, j'utilise beaucoup les effets numériques maintenant, mais je dois dire que si c'était à refaire, je ferais comme ça. Je ne ferais pas du fond vert. J'ai vraiment tourné dans ce décor-là, avec un vrai animal. Et la poussière que vous voyez n'est pas rajoutée en post-production. Hein, c'est vraiment l'ours qui... Alors évidemment, préalablement, on lui avait appris à gratter. J'avais mis de la poussière en quantité, c'est du ciment. Tout ça est préparé à l'avance. Mais bon, c'est la magie de la première prise. Il n'y a qu'une prise. Il n'y a qu'une prise. C'était pas la peine. Je me souviens, on avait prévu 2 jours pour la scène. J'ai demandé, caméra 1, ça va? Ah ouais, c'était super. Caméra 2, c'est bon? Ah ouais, j'avais bien la pluie qui tombait, c'est la petite cascade. C'est pas Tchéki qui allait dire si on en faisait une seconde. Ah non, non. Donc on a arrêté et on a tourné la scène en 1 journée au lieu de 2. Voilà. 6e extrait. So it's the crossing of one of the branches of the Mekong on the ferry that's between Vinlong and Sadek in the great plains of mud and rice of southern Indochina, the plain of the birds. Excuse me, mademoiselle. Do you smoke? Dans cette scène, moi, je sens la chaleur humide de l'Asie et je vois l'extrême précarité, pauvreté, les cadavres qui flottent dans l'eau, les gens qui voyagent en bus, et de l'autre côté, cet homme qui appartient à l'aristocratie avec sa propre voiture, et cette femme déracinée, européenne, au milieu de tous ces Asiatiques. Et je trouve que sur le plan, là aussi, des civilisations au sens large, on voit beaucoup de choses. Oui, tu as raison. Alors l'histoire se passe en 1930, en Indochine, en fait dans la partie Cochin chinoise, c'est-à-dire le sud de l'Indochine française. J'ai tourné au Vietnam, dans les lieux réels. J'ai été évidemment amené à refaire faire un bac entièrement, l'autobus refait entièrement, l'eau
marron que vous voyez, j'avais des barges derrière avec de la boue parce que c'était pas la saison où l'eau était marron, mais donc je voulais me rapprocher de la description de Marguerite Duras. Le buffle que vous voyez, j'avais envoyé des émissaires pour voir si on ne trouvait pas des buffles morts. Ils nous ont demandé, les paysans nous ont demandé, c'est pour quand que vous avez besoin du buffle mort? Et miraculeusement, il y avait un buffle mort ce jour-là à notre disposition. Sauf que pour le pousser un petit peu, je voulais qu'il soit bien dans la direction. J'avais pris un bâton et le buffle était gonflé et j'ai percé la peau et j'ai reçu un jet. J'ai mis à peu près une semaine à me débarrasser de l'odeur. Enfin, tout ça est reconstruit entièrement. La jeune fille, j'ai mis 1 an à la trouver. Elle n'avait jamais joué, jamais. Et le Chinois encore plus. C'est aujourd'hui un des très grands acteurs de Hong Kong. C'est un tournage qui a été presque entièrement fait à Saigon et dans la région du sud du Vietnam, sauf les scènes que j'appelais des scènes de sensualité ou les scènes en intérieur. Oui, les scènes d'amour charnel, disais-je aussi. Et en intérieur, j'ai tourné ça à Montmartre, dans un tout petit studio, parce que je voulais la tranquillité, je ne voulais pas être dans le brouhaha de l'extérieur, sauf que j'avais reconstitué aussi la rue à l'extérieur, à l'identique de la rue dans laquelle le Chinois entrait, c'est une garçonnière, et j'avais une centaine de figurants qu'on ne voit jamais, mais qu'on entend, car c'était très important pour cette scène d'amour, pour ces scènes d'amour, j'en avais 8, que les acteurs ne soient pas dérangés par les bruits qu'ils font eux-mêmes. Parce que vous savez, rien de plus difficile que les scènes d'amour, et quand vous faites le silence sur le plateau, soudain que tout le monde s'en va, il n'y a plus que le perchman et le caméraman, et qu'après avoir le brouhaha de la mise en place, d'un seul coup tout est silencieux, les acteurs paniquent, et là le lit fait X, 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 et c'est fini, la scène est finie. Donc pour éviter ça, j'avais 100 braillards, j'avais des chiens, j'avais des machines à faire de la soupe, j'avais la vie de Saigon de l'époque. C'était assez fascinant, je dois dire. Et tu parlais d'humidité. Mon producteur, qui était Claude Berry, me demandait à quoi ça servait toutes ces machines à faire de la fumée. Quand j'étais à Paris, j'ai fait mettre le décor à 38 degrés et des machines à faire de la vapeur de façon à ce que les peaux soient ruisselantes. J'avais tout de suite dit, c'est un film de chaleur et d'humidité. Rien. Vous savez, une scène d'amour sec, c'est beaucoup moins bien qu'une scène d'amour mouillé. Enfin, pardonnez-moi. C'est une dimension métaphysique sans doute, peut-être que nous creuserons par la suite après l'extrait suivant. General, the monks have been making this mandala of sand for many days. It is a symbol of enlightenment and peace. General! We do not sit lower than he does. But General, it is our custom. I can sit down there. Your Holiness, this is General Tang Jingwu, General Tang Huaha, General Tang Huosan. They wish to have an audience with you. May you have happiness and prosperity. They are promising regional autonomy and religious freedom if Tibet accepts that China be its political master. Until I attain my majority, the regent is the political leader of Tibet. You should have requested an audience with him to discuss these important matters of the world. My experience of such things is limited. I am a simple Buddhist monk. All I know is the scripture and the words of Lord Buddha. He said, "All beings tremble before danger and death. Life is dear to all. When a man considers this, he does not kill
or cause to kill. You must understand, these words are ingrained in the heart of every Tibetan. It is why we are a peaceful people who reject violence on principle. Finalement, c'est un peu comme l'ours, c'est un partage de territoire, à la fois géographique et mental, avec la force, la raison, c'est troublant. Alors l'histoire se passe, histoire vraie, d'un montagnard qui s'appelait Henry Scharrer, qui était allemand, qui était aux jeunesses nazies et qui s'est échappé de camp d'internement quand il a été capturé par les Alliés dans les montagnes de l'Everest, et qui a marché pendant une année quasiment pour se retrouver finalement, quelques temps plus tard, il est devenu le précepteur du Dalai Lama. Donc l'histoire se passe dans les années 50. J'ambitionnais de le tourner au Tibet. Les autorités chinoises ne m'ont pas permis, donc j'ai décidé de me tourner au Ladakh, qui est la partie nord de l'Inde, dans laquelle nous avons remis en état tous les hôtels là-bas pour une équipe importante, puisque j'avais des acteurs importants. Après avoir investi 7 millions d'euros dans ces rénovations, finalement l'Inde nous a dit que ce n'était pas possible qu'on tourne le film, parce que sinon les Chinois allaient couper l'électricité et l'eau qui approvisionnaient la province. Donc j'ai eu l'idée de tourner dans un endroit que je connaissais, qui était à la même altitude et la même latitude, c'est-à-dire 3500 mètres d'altitude et à la même latitude, c'est-à-dire quasiment les tropiques, mais de l'autre côté de la Terre, en Argentine. J'ai donc transporté tout mon monde, y compris mes Tibétains, l'équipe indienne que j'avais déjà formée, qui avait fait les costumes et tout ça, et j'ai reconstruit Lhasa, une grande partie de Lhasa, dans une haute vallée au-dessus de Mendoza. Et la scène que vous avez vue, en fait, a été tournée pas loin de là, dans un hangar à Aïe, pour faire sécher de l'ail à San Martin des Andes. J'ai donc vécu d'abord à Lhasa, ensuite j'ai vécu à New Delhi, et puis j'ai finalement passé 1 an et demi en Argentine pour tourner le film, avec, comme vous l'avez reconnu, Brad Pitt, qui était un amour. Très bien. Extrait suivant.
je regrette un petit peu que vous voyez le film sans son, quasiment. En fait, il y a une bande-son magnifique, mais qu'on n'entend pas du tout. C'est bien dommage, parce que je ne fais pas que des films muets. Il y a une musique absolument sublime de James Horner, qui est le compositeur, vous savez peut-être, qui a fait tous les films de Cameron, Avatar, Titanic, etc. Donc je suis un petit peu déçu quand même que ce film soit vu sans l'environnement sonore. Enfin bon, peu importe. L'histoire se passe en 1943. C'est la bataille de Stalingrad, dans la plus grande bataille de la Seconde Guerre mondiale. Ce sont des faits réels, c'est-à-dire qu'on envoyait les soldats avec seulement une arme pour 2 soldats. Celui qui n'avait pas d'armes et qui devait récupérer les armes de ceux qui tombaient. Effectivement, ceux qui faisaient marche arrière étaient mitraillés par leurs propres troupes. C'est fait qu'il y a un double antagonisme, en fait. Il y a l'antagonisme, évidemment, entre les Russes et les Allemands, qui sont censés, d'ailleurs, représenter des idéologies totalement opposées. Mais il y a aussi un antagonisme entre la piétaille de l'armée russe et les cadres qui, eux, restent à l'arrière, quand même, on leur a noté, et tirent sur ceux qui font retraite, alors que, de toute façon, ils n'avaient aucun moyen de s'en sortir. Alors, donc le film Stalingrad, c'est sur la Volga, à l'est de Moscou. J'ai tourné la scène que vous avez vue à Potsdam, c'est-à-dire proche de Berlin. Il fallait que j'ai fait reconstruire entièrement le décor de la place de Stalingrad qui faisait, je ne sais pas, genre 3-4 terrains de football, plus sans doute. Là, dans la scène, j'avais 1000 figurants. Scène très dangereuse parce que même si les explosions ont fait exploser en fait des bouts de liège et du ciment pour faire la poussière, si par malheur un figurant tombe sur un explosif, il perd un œil ou les deux. Donc quand je donne mon coup de sifflet pour lancer une scène comme ça, évidemment, je pense au film, mais je pense aussi beaucoup à mes figurants et aux risques que nous prenons. Mais bon, tout s'est bien passé jusqu'à la fin. Mais c'était un film très intéressant à faire. Finalement, un des films les plus faciles. J'avais pratiquement tous les jours 1000 figurants. C'est-à-dire, pour 1000 figurants, il faut 50 maquilleurs et posticheurs, il faut 50 habilleurs, il faut le nombre d'autocars, il faut 20 autocars, etc., etc. Il faut amener de la nourriture pour tout ce monde. Mais c'était très très bien organisé. Et j'ai pris un plaisir fou à faire ce film. Au-delà d'intendance, lorsqu'on se dit tiens, on va faire des films, évidemment, on ne commence pas par un film comme ça. On se dit c'est quand même de la folie, c'est tellement virtuose. C'est-à-dire qu'effectivement, il faut, tel un chef d'orchestre, contrôler des centaines de personnes en permanence, sans qu'il y en a qui soient faux, qu'ils avancent bien. Et il y a un mouvement, il y a des explosions, et il y a la caméra qui, quelquefois, recule au moment où le soldat avance, et on se doute bien que le caméraman est comme ça. Oui, c'est un steadicam, ça, oui. Là, enfin, je veux dire, c'est une telle chorégraphie que se dire que tout le monde, effectivement, au diapason au même moment, c'est peut-être de la folie furieuse. Attendez, je vais terminer. C'est très bien, vous avez vu. Donc, comment vous dire, moi, j'ai la chance de voir les images dans ma tête. Alors, c'est assez facile après d'expliquer ce que je vois dans la tête. Sur les scènes comme ça, je fais un storyboard. Storyboard, je fais des croquis, je montre la mise en place. J'ai des assistants compétents. Et ce qu'on fait sur une scène comme ça, c'est qu'on a des groupes de 10. Donc, on a un chef de groupe et on repère le terrain. Parce que sur chaque prise, j'avais 95 explosions. Et il faut évidemment faire que tous les soldats évitent de tomber là où il y a les taux d'explosifs. Mais chacun avait répété pendant plusieurs semaines, sous la direction d'un très très bon régleur de bataille, qui travaille généralement avec Spielberg. C'est un type qui est un Anglais formidable. Et si vous voulez, d'une certaine manière, c'est assez facile. Je vais vous étonner en vous disant que moi, je me repose beaucoup plus sur un film comme ça que sur une scène d'amour. Une scène d'amour, c'est très très
difficile à faire. Il ne faut pas faire le moindre faux pas pour que la scène ait de la crédibilité. Il faut que les acteurs soient en totale confiance. C'est très compliqué. Ça, mais ça va. Ça va, j'ai du monde autour de moi, l'équipe, on était 300 dans l'équipe. J'ai des gens compétents, je répète les mouvements, ils savent ce qu'ils ont à faire. J'avais 2 travelling croisés, j'avais des caméras planquées un peu partout, un steadicam. Évidemment, tout ça, ça se répète. On le répète à blanc. Mais effectivement, ce qui est très intéressant, c'est que au moment où on a tourné cette scène, j'avais répété sans les fumées. Parce que ces fumées, après, il faut les recharger. Donc ça demande 1 heure pour recharger toutes les fumées. J'avais, je ne sais pas combien, 40 machines à fumer, plus des fumées lointaines. Je me souviens, ça avait fait un drame à Berlin, parce qu'il y avait un nuage de fumée qui était arrivé. Berlin se croyait encore pendant la Seconde Guerre mondiale. Ils avaient appelé les pompiers et la police. Mais donc, si vous voulez, ce qui s'était passé là, et qui était dangereux, c'est que mes artificiers, pour essayer de bien faire, avaient chargé les machines à fumer, et que finalement on s'est retrouvé tellement dans la fumée qu'on ne voyait plus rien. Mais ça donnait évidemment une puissance formidable, parce que c'est la vérité aussi de la guerre. Mais ça fait partie des imprévus qui peuvent être extrêmement dangereux. J'ai fait seulement 2 prises là-dessus, et là c'est en grande partie la 2e prise, parce que la première était trop chargée en fumée. Et ça, moi j'étais très embêté, parce que lorsque la fumée s'est dissipée et qu'il y avait des mecs qui n'avaient pas entendu que j'avais dit couper, j'ai cru qu'ils étaient vraiment morts. Mais enfin, ça c'est autre chose. Dieu merci, ils étaient tous bien vivants. Extrait suivant. Come on, you can do it! It's easy! You won't be hurt! Go right through it, you'll be alright, you'll see! Just jump! Come on! One little jump! Just jump! Come on, trust me! Come on! Jump! Jump! Oh, I said jump, not beg. You stupid animal, come on! Time to try something different. No, Dad! Back! Back! Come on, everyone! Back! Back! Go! Everyone in here! Now! Back! 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 Come on! This way! Back! The rope on him! The rope on him! Pull! Now! We are going to teach you some manners! Now you jump. Alors, oui, ça se passe dans les années 30 aussi, au Cambodge. Et j'ai tourné au Cambodge. Sauf que la scène que vous avez vue, je l'ai tournée à Arpajon, dans un studio. Pas de trucage, les tigres sont vrais. Le seul trucage, c'est que j'ai tourné au ralenti sur certains plans, comme vous l'avez remarqué, avec évidemment... dans les plans de dos, c'est pas l'acteur qui pousse le tigre, c'est son dresseur, c'est Thierry Le Portier, qui opère généralement au Puy du Fou. Voilà, j'ai tourné le film dans les temples d'Angkor, qu'on avait fermés pour moi, les grands temples, Taprom, Preakan. Le roi Sihanouk aimait mes films et a bloqué l'accès au temple pendant 1 mois et demi. Aucun touriste n'a pu accéder. J'ai fait vraiment circuler ces tigres authentiques dans ces lieux. J'avais évidemment dressé parfois des kilomètres de filets de façon à être sûr que les tigres n'allaient pas s'échapper, parce que la grosse crainte là-dessus, c'est qu'évidemment un tigre s'échappe et aille dans un poulailler, ou mieux que ça, dans un orphelinat.
Bon, donc si vous voulez, il y a toujours des risques qui ne sont pas des risques sur le plateau. Généralement, on gère bien. Mais je me souviens d'un jour où un tigre s'était réfugié sous une colonne, ne voulait pas sortir, et nous étions prisonniers dans nos tentes qui étaient des cages. J'ai passé, moi, 8 mois à l'intérieur de cages, parce que les tigres étaient en liberté, les équipes étaient en cage. Et on a attendu jusqu'à 11h du soir, il pleuvait, tout le monde avait froid, c'est une horreur. On ne pouvait pas sortir de notre cage parce que le tigre ne voulait pas rentrer dans la sienne. Voilà, donc si vous voulez, avec toujours cette crainte, malheureusement, très souvent quand je tourne, j'ai cette angoisse qu'il ne se passe rien de désagréable pour mes acteurs, c'est-à-dire les animaux aussi, bien sûr, qui sont généralement mieux traités que les acteurs humains. Ouais, tant qu'à faire. C'est plus dangereux, plus dur, un tigre qu'un ours? C'est plus expressif, donc on sait à peu près ce que va faire le tigre, tandis que l'ours, les ours sont myopes et ils sont très soudains, donc ils se baladent et d'un coup ils foutent un coup de patte et vous êtes mort. Tandis que le tigre, lui, finalement, il fait comme les chats, il va exprimer sa colère. Donc là, vous avez le temps de réfléchir si vous voulez vous battre ou pas. Il va faire tout un tas de grognements. C'est-à-dire qu'ils économisent beaucoup leur énergie, les tigres. Et puis, il y a un truc très fort chez eux, c'est qu'ils ont un regard très puissant, un regard, les yeux sont frontaux, alors que les ours, c'est des yeux de côté comme les cochons. Du coup, vous ne savez pas vraiment ce qu'un ours pense, tandis que le tigre, vous avez vraiment le sentiment de ce qu'il veut faire. C'était beaucoup plus facile de tourner avec les tigres qu'avec les ours, je dois dire. Et c'est un animal tellement fascinant, avec les yeux, moi je n'en revenais pas, tous les jours. J'ai tourné, je ne sais plus combien, attendez, j'ai tourné une partie au Cambodge, donc à Siem Reap, puis une autre partie à Phnom Penh, une autre partie en Thaïlande, où j'ai refait construire une arène, et puis la finale dans des petits décors comme celui-là à Arpajon. Et je ne me suis pas lassé, je me souviens tous les jours, je disais on amène les tigres, on ouvrait les cages, et je regardais ces animaux, j'étais absolument fasciné. Et puis bon, au bout d'un certain temps, j'avais évidemment un rapport extrêmement familier avec ces animaux qui venaient me souffler dans le visage pour me dire que ça allait bien. Donc moi, je leur communiquais mon haleine. J'espère qu'elle était meilleure que la mienne, que la leur. Mais enfin bon, voilà, si vous voulez, il faut faire avec les acteurs animaux ce qu'on fait avec les autres acteurs, c'est-à-dire être gentil avec eux, se faire estimer, ne pas les vexer. C'est à peu près, c'est exactement la même chose en vérité. En moins difficile avec les animaux parce qu'ils n'ont pas d'agent à Los Angeles. Zéro trucage aussi, totalement. Totalement zéro trucage. Totalement quoi? Zéro trucage. Ah oui, zéro trucage. Dans cette scène-là, zéro trucage. Non, celle-là, oui. Il me semble me souvenir, j'ai pas revu le film récemment, qu'à un moment, il y a le gamin et que le tigre vient lui manger dans la main. On se dit là, non, oui, les assurances ne vont pas marcher. Là. Non, là, il y a un trucage, j'ai un fond bleu. C'est-à-dire que j'ai tourné l'enfant à part et le tigre après, mais c'est une caméra fixe. Donc c'était extrêmement facile. Le tigre a joué face à son dresseur, j'ai enlevé le dresseur, j'ai mis l'enfant et un fond bleu, et j'ai raccordé les deux. Ouais, ça c'est l'enfance de l'art, ça. Très bien. Extrait suivant. Nous venons de prier ensemble les colombes sacrées qui sont à présent dans ma tête. Mais vous, chers sujets, chères sujettes, c'est dans mon cœur que je vous abrite. À partir d'aujourd'hui, s'ouvre dans notre île un monde radieux. Première mesure. Le bonheur est obligatoire. Il est interdit de se plaindre. Le malheur est banni. Deuxième mesure. Conséquence des rognures, immondices et autres saloperies qu'on leur donne en pâture et contaminent leur viande. À partir de maintenant, interdiction absolue de manger du porc. Quoi? Qu'est-ce qu'il a dit là? Troisième et dernière mesure. 15 jours fériés pour tous, y compris pour les ménagères. À bas le travail, vive le loisir, vive la paresse, et rourou, Minor, reviens!
civilisation, avec un programme électoral extrêmement alléchant, et où on retrouve effectivement l'idée de balancer la loi qui ne va pas plaire entre deux lois qui plaisent pour faire passer alors là, on est dans la réalité, on est au confin de la réalité. C'est une comédie antique. C'est mon seul bide de carrière. Mais il faut... Antique, donc en Grèce? Alors on est non, pas forcément. On peut être en Sicile, on peut être dans les colonies, les futures colonies hellénistiques. On est dans cet univers païen de la fin du néolithique. Et j'ai eu envie de faire une franche déconnade en prenant des risques majeurs. Je me souviens, quand j'ai monté le film, j'ai dit attention, c'est un ovni, on risque de se planter. On s'est planté. Bon, ça fait du bien une fois de temps en temps. J'étais perçu comme Monsieur Succès. Là, on a arrêté de me faire chier avec ça. Et du coup, tout le monde était très content. J'ai fait un échec. Tout le monde a pensé que c'était la fin de ma carrière. Eh ben non. Ça dit, il parle français. Oui, il parle français. Alors ça, évidemment, si vous voulez monter un film français, celui-là a coûté 20 millions de dollars, ou je crois, ou 25. C'était un accident industriel, véritablement. Je n'aurais pas eu cette catastrophe-là si j'avais tourné en anglais, bien sûr. Parce qu'un film français qui se plante en France, c'est fini. Un film français qui fait un triomphe en France a la chance d'avoir de ça en Chine. Bon. Pardon. Très bien. Donc l'extrait suivant, on commence à arriver pas loin de la ligne d'arrivée. Hey you, keep moving. You. Stay behind! We want water! Fire! Go back! Keep away! Back! Hold! Fire! Go back! Go back! Prepare to fire! We want water! It's not such an unreasonable request, is it? Take aim! What's this? Wait! Wait! Quiet! I know what it is. Those are armored vehicles. I'll go to them. Alors, tout à l'heure, on n'a pas dit où tu avais tourné. Le film précédent, je l'ai tourné dans les régions d'Alicante, dans l'est de l'Espagne. La raison, c'est qu'il y avait un gros studio là-bas, d'Alicante, où j'ai tourné les intérieurs. Et ça a été tourné près de Benidorm, si vous connaissez un peu c'est entre Valence et Alicante. J'ai tourné là pour des raisons de décor et pour des raisons financières. C'était une coproduction espagnole. Et en Espagne, comme dans beaucoup de pays, on trouve des techniciens de très haute qualité. Donc j'ai construit mon petit décor là-bas, enfin mon petit, pas si petit d'ailleurs. Et voilà, avec des comédiens formidables. Donc avec Vincent Cassel et José Garcia, entre autres. Alors, donc, hors noir, là, on voit effectivement la rivalité entre tribus et on annonce l'arrivée de blindés, où là aussi, on sent qu'il y a un saut civilisationnel, si j'ose dire, où on se bat pour la base, l'eau. Alors, on peut penser que c'est Laurence d'Arabie, qu'on est en Arabie. En fait, non. Si, on est en Arabie. C'est une histoire qui se passe en 1920. Et j'avais à l'époque très envie de parler des civilisations arabes. C'est pas un film qui a bien marché, mais enfin, au moins il a été remboursé grâce au succès dans un certain nombre de pays, dont tous les pays du Moyen-Orient, bien sûr. Ça, j'ai tourné ça au Qatar. J'ai tourné une partie en Tunisie, dans le désert tunisien, une partie au studio d'Hammamet,
en Tunisie, et j'ai passé 4 mois au Qatar. Nous étions très bien accueillis là-bas par l'émir qui souhaitait faire du Qatar un pays de cinéma. Voilà. Et le dromadaire s'effondre dans le sable aussi facilement que l'ours tend la patte. Oui, alors oui, j'avais des vrais... J'avais évidemment, je ne sais plus, 200 chameaux, je crois, 200 dromadaires. On avait des dromadaires dressés qui savaient figurer la chute. C'était leur métier de dromadaire de cinéma. Et j'avais aussi évidemment des faux dromadaires, comme toujours. D'ailleurs, j'avais des scènes très amusantes où on voyait en fin de journée des machinistes porter un dromadaire sur leur tête, puisque c'est évidemment des dromadaires remplis de polystyrène. Très bien. Et donc, dernier extrait. Comme avec l'ours, comme avec les tigres, il y a un rapport de force avec l'homme et un suspense. On ne sait pas trop comment ça va terminer, qui va l'emporter. Et c'est par un truc que l'homme arrive à desserrer l'étreinte. Histoire vraie aussi. Histoire qui se passe en Mongolie intérieure, c'est-à-dire la partie nord de la Chine, près de la Mandchourie. 1950, la révolution culturelle, tourné dans les lieux, tourné entièrement en Mongolie, et là tourné dans un volcan, dans la caldeira d'un volcan à Xilingrot, à 17 heures de voiture de Pékin, et avec des vrais loups. Et le seul trucage que vous avez là, j'ai fait ce qu'on appelle des split screen, c'est-à-dire caméra fixe. Et comme je ne pouvais pas avoir le synchronisme parfait des différents loups, j'ai prélevé des moments réels de loups et je les ai synchronisés. Mais je n'ai pas changé leur jeu. En revanche, il y a juste un plan que vous avez peut-être remarqué, qui est un plan où 2 loups arrivent de dos. Et là, je l'ai tourné sur fond bleu. Mais j'avais prépositionné ma caméra de façon à ce que j'ai le fond
avec la même lumière que la scène principale. Parce que dans un décor réel comme ça, le gros problème de faire des effets spéciaux, c'est que la lumière tourne, la lumière change, et que vous n'êtes plus raccord et que ça ne marche plus. Donc j'avais évidemment fait en sorte que tous les plans où j'allais rajouter de vrais loups devant, dans les points de décor que j'ai choisis, soient préenregistrés, de façon à ce qu'après je puisse remettre des loups sur fond bleu. C'est peut-être un tout petit peu compliqué pour ceux qui ne connaissent pas ces techniques, mais sinon, tous les loups sont vrais et je n'ai rien changé de leur comportement. Et là, le caméraman semble être réellement au milieu des loups, alors que le cavalier est beaucoup plus loin, alors que les loups ne le remarquent pas. On se dit, mais alors, là, comment il a fait, quoi? Alors, comment on a fait? On a tout simplement mis une barrière électrique, comme on fait pour le bétail. Vous savez, si vous baladez ici dans la région, vous avez certainement vu ces champs qui sont clos par ces barrières. Nous les avons mis avec des fils bleus qu'on retire après. Donc effectivement, il y a un petit travail de nettoyage. Mais ce qui est important dans ces interactions, c'est que on s'assure que le loup ne va pas attaquer le cheval et que le cheval non plus ne va pas attaquer les loups, parce que les chevaux, c'est redoutable pour les loups. Ils savent très très bien faire pour leur fracturer la tête. Donc évidemment, il faut être extrêmement prudent. J'avais en fait des dresseurs planqués partout pour retenir les loups dans le cas extrême, pour retenir le cheval. Tout ça est vraiment très très fragile, très compliqué. Si vous voulez, je fais extrêmement attention de faire en sorte qu'il n'y ait pas d'interaction réelle entre les animaux, parce que là, ça peut emmener à un absolu désastre. Et, comme j'ai bénéficié souvent de prix de ces associations de protection des animaux, je me sens une responsabilité, même vis-à-vis de mes autres collègues, mes autres confrères, surtout en Chine. Ils n'avaient pas l'habitude de prendre autant de soins des animaux, donc j'ai fait très attention que rien ne puisse se passer de mal. Ma crainte, encore une fois, là, c'était que les loups s'échappent et qu'ils aillent directement dans une bergerie et massacrer 200 moutons comme il ferait dans la vraie vie. Mais là, encore une fois, grâce à une organisation très précise, rien de mal s'est passé. C'est un film qui m'a fait vivre 4 ans en Chine et j'ai adoré l'expérience. Finalement, de tous ces défis incroyables au niveau logistique, je ne parle même pas de qualité de cinéma, qui est grande évidemment, quel est le plus gros échec? Est-ce que c'est les mammouths qui vont se perdre dans les marais? Est-ce que quelle est la plus grosse complication que tu as eue sur le tournage? Il n'y a pas d'échec quand c'est bien à l'écran. Plus grosse complication alors? Complication, je ne saurais pas te dire, c'est tout compliqué. Peut-être une scène de Stalingrad était très compliquée parce que j'avais 90 bateaux vrais dans un endroit qui figurait la Volga. Mais j'ai tourné en Allemagne, dans un autre endroit près de la frontière polonaise. Et bien entendu, comme il y avait des mines sous-marines, je ne pouvais pas prendre le risque que d'autres bateaux, des bateaux de plaisanciers ou des péniches, s'aventurent dans l'endroit où j'avais placé des mines, de véritables mines sous-marines. Donc j'ai été amené à trouver un lac qui était en fait une ancienne mine de lignite qui avait été inondée. Sauf qu'il n'y avait pas évidemment d'accès pour les bateaux. Et il n'y avait pas de poissons non plus, parce qu'il ne fallait pas tuer les poissons avec les mines. Donc ça c'était très bien, sauf que comment vous faites pour transporter des bateaux quand il n'y a pas de canal qui arrive? On avait trouvé la solution. Les bateaux de la taille de cette pièce, de cette largeur, on les emmenait par camion, et ceux qui étaient trop grands, on a essayé de les faire transporter par zeppelin, par ballon, mais sauf que les ballons ont explosé, alors parce qu'ils n'étaient pas complètement au point. Et donc, nous avons résolu le problème en coupant les bateaux en morceaux et en les ressoudant à l'arrivée. Le problème que nous avons eu, c'est que j'ai fait des plans d'hélicoptères qui figuraient le point de vue des Stuka, c'est-à-dire des avions de chasse allemands, qui les mitraillaient. Donc j'étais moi seul, parce qu'on faisait des piquets très violents, avec mon pilote d'hélicoptère, avec une caméra frontale. Ce qui s'est passé, c'est que, vous savez, donc de l'hélico qui faisait du stationnaire, moi je lançais l'action des bateaux, puis je lançais, je commandais les mines, et là encore j'avais une centaine d'explosions, c'est beaucoup,
90 bateaux avec, vous imaginez, des capitaines sur chaque bateau qui avaient un chemin très précis à suivre, etc. Sauf qu'avec 1000 figurants dans les bateaux. 1000. Et ce qui s'est passé, c'est que lorsque j'ai fait la première prise, on a piqué, et là, il y a une mine qui nous a explosé à la gueule. Pardonnez-moi, d'un seul coup, je me prends sur le plateau et je parle comme un charretier. Mais on a reçu donc une giclée phénoménale, et j'ai cru que l'hélicoptère, le pilote aussi, allait s'engouffrer dans l'eau, et c'est un des accidents typiques des hélicoptères. Dieu merci, on a réussi à se récupérer, et ça fait un plan très beau. Je suis quand même là. Bien, donc on en a fini avec la première partie. Je me rends compte à quel point bien qu'on ait passé du temps, on a vraiment survolé une œuvre dense. Maintenant, en tout cas, vous avez vu un petit extrait de chacun des 12 films, et vous pouvez poser toutes les questions, qu'il s'agisse de l'ensemble de son œuvre ou de tel ou tel film sur lesquels votre mémoire a été rafraîchie. Que je vous signale évidemment que, vu de mon point de vue, j'ai fait aussi 400 films publicitaires. Donc ça aide à avoir une sérieuse expérience du métier. Et puis récemment, j'ai eu envie de faire de la télévision parce qu'il y a une migration de beaucoup de talents vers la télévision. Mes confrères Martin Scorsese, Soderbergh, tous ces gens que j'aime beaucoup travaillent pour la télévision. Et j'ai voulu faire une expérience de télévision. Donc j'ai fait pour MGM, pour la compagnie américaine, un film qui s'appelait La vérité sur la Ferrari Kever, que certains d'entre vous ont peut-être vu sur TF1. On fait un carton mondial. Le film que vous avez vu, le film des loups, a fait 21 millions d'entrées en Chine, et on a raflé tous les prix possibles dans l'Extrême-Orient. Ils sont 1,4 milliard. Ils sont 1 milliard, ça fait pas, c'est pas énorme. Sur 1,4 milliard, ça fait, c'est comme si on avait 2 millions d'entrées en France, quoi. Bon, c'est déjà pas mal. Un peu plus en fait. Non, moi. Oui, non, parce qu'à l'époque, il n'y avait que 30 000 salles, j'en ai eu que 10 000, etc. Enfin bon, c'est des chiffres. Bien. Question. Alors, il n'y a pas de mauvaise question, vous savez, n'importe quoi, moi ça m'est égal. Une remarque, tout est vous bon. avez peut-être des remarques qui n'appellent pas forcément. Il y a quelqu'un qui lève le doigt. Une question tout au fond. On n'entend rien du tout. Attendez le micro. Il y a quelqu'un de très sportif qui va vous monter un micro. Voilà. Et comme c'est une grande salle, au pire, éventuellement, si ça vous... Bonsoir. Peut-être vous pouvez, certains d'entre vous, vous rapprocher, ça fera peut-être moins d'exercices. D'accord, toujours. Non, quand même, il est sportif. Bonsoir. Alors, j'ai un film que j'aime beaucoup de vous qui est Coup de tête. Vous avez évoqué Francis Weber. J'aurais voulu savoir, comme c'est vous qui étiez à l'origine du projet, comment ça se fait que Francis Weber est arrivé sur le film et pourquoi? Eh ben, tout simplement parce qu'il venait d'avoir un échec qui s'appelait Le Jouet avec Pierre Richard, et que son premier film en tant que réalisateur. En tant que réalisateur, c'était son premier film en tant que réalisateur. Il était habitué à des scores phénoménaux, il n'avait pas bien marché, et entre-temps j'ai eu l'Oscar. Et donc Alain Poiret a pensé que ça serait bien d'unir nos deux forces, moi tout jeune metteur en scène, avec quelqu'un qui avait 15 ans de plus que moi, qui était un expert du dialogue, et j'ai accepté bien volontiers. Donc c'est vraiment pour une raison conjoncturelle. Vous savez, ce qui s'est passé, c'est que Francis est quelqu'un pour lequel j'ai beaucoup de respect, avec lequel aujourd'hui je m'entends extrêmement bien. C'était un peu difficile. Je lui avais dit un jour, tous les deux on n'est pas du même monde, il avait très mal pris, mais c'est vrai que lui n'aime que les milieux bourgeois. Je me souviens quand on faisait les repérages, il me disait bon ben allons dans une petite gargote pour manger un petit steak, et il prenait le guide Michelin, et on se retrouvait dans un restaurant 3 étoiles où effectivement il demandait un steak avec des frites, et on avait fait 200 km pour aller au restaurant. Moi je voulais lui montrer la France profonde, je voulais lui montrer la France des petits clubs de football, et il détestait ça, ça lissait ses chaussures d'acheter chez Berluti. Mais ce que je dis là, vous savez, on en a beaucoup parlé, donc je ne suis pas en train de trahir quelqu'un pour lequel j'ai, encore une fois, beaucoup de respect et d'amitié. Il me fait l'honneur de me répéter sans arrêt que c'est son meilleur film. C'est pas vrai, mais parce qu'il a fait... C'est peut-être le plus méchant.
probablement le plus méchant. En tout cas, c'est le film préféré de sa femme et de ses enfants. Donc ça compte beaucoup pour lui. Et il m'en a beaucoup voulu pendant des années de ne pas avoir parlé de ce film. Et quand tout le monde croyait que La Guerre du Feu était mon premier film, parce que ça a été mon premier succès international. Et donc j'étais un peu connu pour ça. Avant, bon, j'étais un jeune metteur en scène. J'avais eu l'Oscar, bien, bon, très bien, ça m'en oublie. Mais donc voilà, si vous voulez, j'ai été transformé par cet Oscar, pas moi, mais les gens qui sont adressés à moi. Et donc tout ça a été un moment un peu pivot de ma vie. Alors Francis ne comprenait pas pourquoi je parlais pas de ce film. Et je lui disais, mais écoute, quand je fais une interview et qu'on me dit La Guerre du Feu, votre premier film, je dis, c'est pas mon premier film, c'est mon troisième. Ah bon, qu'est-ce que vous avez fait avant? Alors je rappelle que j'avais l'Oscar, et ah oui, c'est vrai. Et puis je fais coup de tête. Ah bon, c'est vous qui avez fait ça? Alors avec une espèce de mépris comme ça, bon, je disais, bah oui, c'est vrai, bah, ça vous ressemble pas. Je disais, ça me ressemble beaucoup, mais effectivement, ça ressemble pas à La Guerre du Feu. Et ça a duré pendant des années et des années. Et puis, on avait trouvé, les gens qui n'aimaient pas le football ne sont pas allés voir le film, alors que c'était pas un film de football, c'était un film dans le cadre du football. C'est un film sur la notoriété. C'est un film sur le changement de regard de quelqu'un qui devient célèbre par erreur. Donc c'était ça le sujet. Il a fallu que Bernard Tapie passe par là pour qu'on comprenne que le foot, c'était pas un sport où c'est simplement des anges magnifiques qui risquent de se péter le genou pour mettre un ballon entre deux bâtons. Et d'un seul coup, ce film est devenu une espèce de porte-drapeau des films de cette époque-là. Je me souviens d'un jour, je revenais de je ne sais plus quel pays, quelqu'un court derrière moi à Roissy, me dit monsieur, votre film est merveilleux. Alors j'attends lequel c'est. Il me dit coup de tête. Ah, je dis, vous êtes un original alors. Oui, j'ai une vieille VHS, je vois sans arrêt. Eh bien, figurez-vous que depuis ce jour-là, il y a à peu près 25 ans, il ne se passe pas un mois sur lequel je fasse une interview sur ce film. J'ai encore eu, là, récemment, une pleine page dans l'Équipe. C'est stupéfiant après tant de temps, vous voyez. J'en suis très heureux, mais voilà, c'est un film qui a ressurgi de l'anonymat. Mais quand je dis que c'est peut-être le plus méchant, c'est vrai qu'il y a, alors de mémoire, puisque je ne l'ai pas revu, mais il y a quand même une phrase du style « J'entretiens 11 crétins pour tenir tranquille 10 000 débiles ». Ça, je ne vais pas vous dire qui l'a dit, cette phrase-là, mais je l'ai entendue vraiment une personnalité du football. Oui. Ouais. Et finalement, si on regarde ce qu'a fait Francis Weber, c'est assez atypique. Parce que Francis Weber a un truc qu'il a sans arrêt remis sur le tapis, qui est l'opposition de deux mecs, une sorte de Laurel et Hardy ou de Louis de Funès-Bourville. De l'homme empêché. Et que il y en a toujours, le faible finit toujours emporté sur le fort. Ouais. Voilà. Et là, il n'y a pas de mec. Ou alors il y a un mec contre tous les autres, quoi. Et ça, c'est assez atypique. Que ça soit ces films mis en scène, ou que ça soit simplement des scénarios, y compris d'ailleurs pour les Américains, il y a toujours, je me souviens de ce film avec John Hurt, où il y a deux flics, dont l'un est homo, etc. C'est toujours ce schéma-là. Mais on a l'impression qu'il l'a appliqué de façon un peu industrielle, avec beaucoup de talent, mais en remettant sans arrêt dans la trilogie Depardieu, Pierre Richard, c'est totalement ça, bien entendu. Oui, bien sûr, mais il ne le fait pas exprès, c'est tout à fait naturel chez lui. Il aime placer ses personnages, comme je le disais tout à l'heure, dans un milieu plutôt bourgeois. C'est un milieu qu'il connaît, c'est le milieu qu'il fréquente, c'est le milieu dans lequel il se sent bien. Et il n'y a pas de femmes. Non, il aime beaucoup les femmes, néanmoins. Mais ça n'empêche pas, pas dans les films. Oui. Question. Oui. Bonsoir, merci beaucoup. J'ai une petite question concernant la musique et les films, parce que vous en avez parlé un peu pour Stalingrad. La musique est importante, même pour la mort, parce que je pense que c'est l'une des plus belles musiques qu'on ait dans les films de Gabriel Yared. Comment vous pensez une musique de film? Est-ce que durant le tournage, la musique n'est pas préparée, elle arrive après, ou est-ce qu'elle est composée avant? Est-ce que vous avez des critères pour les compositeurs? Est-ce que vous allez les voir en disant je veux ça, je veux ça, je veux ça? Alors, réponse à votre question, la musique pour moi est un moment extrêmement important, cardinal, parce que c'est le seul moment où je perds le contrôle à 100%. Parce que je choisis mes acteurs, je les habille, je choisis les boutons de leur costume, je choisis mes décors, je les organise selon mon goût, la teinte des décors, la patine, tout ça c'est moi qui dirige, qui contrôle.
au moment de la musique, je suis amené à avoir un autre créateur à qui je dois expliquer quels sont les sentiments que je veux exprimer sur telle et telle scène. Dieu merci, j'ai travaillé avec des très très bons. Mes 2 premiers films, c'était Pierre Bachelet, qui est chanteur, mais qui autrefois était mon illustrateur sonore dans les films publicitaires, avec lequel je m'entendais très très bien, qui me connaissait par cœur. On avait travaillé pendant 5-6 ans ensemble sur des centaines de films publicitaires. Ensuite, je travaillais avec Philippe Sard, qui était dans ce grand moment de création qu'il a eu, et avec des orchestrateurs formidables. Ce que je fais toujours avec mes compositeurs, c'est qu'on regarde le film ensemble, on fait ce qu'on appelle le spotting. C'est-à-dire qu'on regarde, on arrête ce qu'autrefois la table de montage, maintenant la vide, sur tous les moments où on pense qu'il faut soit une ombre, on va dire une ombre, soit au contraire faire monter une tension, soit au contraire s'abstenir, soit au contraire repartir avec un fond musical, faire entrer un instrument, puis faire monter le thème. Moment extrêmement important. Puis retirer le thème. Et tout ça, la musique me prend à peu près 3 mois. Tous mes films, sauf 2, ont été faits à Abbey Road avec le London Symphony. Après Philippe Sard, j'ai travaillé avec James Horner, qui a fait donc Titanic, a fait tous les films de Cameron, et qui est devenu un très grand ami à moi, avec lequel je m'entendais complètement divinement. Il s'est planté dans son avion, bon, il est mort. J'ai travaillé avec John Williams, qui a fait tous les films de Spielberg, pour 7 ans au Tibet, avec Yo-Yo Ma au violoncelle. Je suis très très présent. Je ne rate pas une séance d'enregistrement, évidemment. Toute la composition de l'orchestre, je la discute avec mon compositeur. Et on me demande aussi au mixage et pendant l'enregistrement. Il y avait James qui m'amusait beaucoup dans le sas qui est entre la cabine et la salle où est l'orchestre. Je parlais à James et alors il me disait, Gene Jacques, do you think the trombone may be a little too loud? Alors je disais, ben non, James, no, let's try it a little. D'accord, ou alors je lui disais, dis donc, tu as une fausse note là sur la clarinette ou sur le corps anglais. J'adore ça, j'écoute beaucoup de musique de tous les genres. Et alors pour la deuxième réponse à votre question, sur l'amant, j'ai travaillé avec Gabriel Yared, aussi sur le film que vous n'avez pas vu, qui est en 3D. Gabriel est un de mes amis les plus chers. Et alors avec Gabriel, c'est très amusant parce que je vais le voir avant le tournage, je lui explique le film, il n'avait pas lu le roman. Et je lui dis, je veux une chose très simple, mais pentatonique, puisque ça se passe dans un pays d'Asie, mais je voudrais une chose légère. Je lui dis un arpège. Il va au piano, il fait genre pam 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 pam. Je dis oui, c'est ça. Ben, il me dit non, attends, là je fais un exemple. Je dis attends, tu ne changes rien. Ta 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 ta. Et voilà, on a fait ça. Et je passais de temps en temps à l'équipe. Et ce qu'on a fait avec Gabriel, j'avais plusieurs scènes de danse, en particulier des scènes de foxtrot. Alors ça, on avait enregistré avant, parce qu'il fallait que mes acteurs apprennent à danser sur ces musiques, et on avait exhumé une bande de vieux Anglais qu'on a été chercher dans une maison de retraite, et c'était extraordinaire, parce qu'on leur a donné un banjo, enfin chacun avait leur instrument, ils se sont installés. Ils avaient même retrouvé leurs vieux costumes d'époque. Et je me souviens, c'était pam 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 pam. Ils étaient d'une pêche incroyable. Et on m'a beaucoup demandé de réutiliser cette musique pour d'autres films. J'ai toujours refusé parce que je pense qu'une musique c'est comme un décor. C'est une chose qui n'appartient qu'à un seul film. Excusez-moi, je parle de musique et de la musique de. Je répondrai tout à l'heure. Donc, vous voyez. Oui, la musique est un moment très particulier pour moi parce que je sais que si je plante la musique, je peux planter le film. Mais jusqu'à présent, j'ai des expériences absolument magnifiques. Là, sur ma série télé, j'ai pris finalement Simon Franglen, qui était le bras droit de James. Je me suis tellement bien entendu avec cette équipe, j'ai fait 4 films avec eux, 5. Quand ça se passe bien, c'est merveilleux. Et quand ça se passe mal, c'est un désastre, évidemment.
Oui, il y a une question là. Moi, je voulais savoir comment vous avez Attendez. commencé à découvrir le cinéma. Tout le monde a entendu sa question? Comment est-ce que vous avez commencé à découvrir le cinéma? Voilà. Bravo. Écoutez, moi, ça a commencé très tôt, parce que je vivais dans une banlieue un peu triste, avec des parents charmants, et évidemment, comme tous les petits-enfants, j'allais avec papa et maman au cinéma, je suis fils unique, bon, et le cinéma, c'était l'ouverture sur leur rêve. Et puis ma maman avait travaillé comme secrétaire dans la plus importante boutique de photographie de France, qui s'appelait Odéon Photo. C'est une boutique qui existait encore il y a quelques années. Et je recevais nous recevions à la maison le catalogue chaque année. Et quand j'avais 7 ans, avec le journal de Mickey qui m'arrivait, j'étais abonné, il y avait le catalogue. J'ai regardé ce catalogue et j'ai dit à ma mère, maman, quand j'ai vu ces machines extraordinaires, des caméras de 8 mm, de 9 mm, 5, de 16 mm, j'ai trouvé que c'était des objets, des jouets avec lesquels j'avais envie de m'amuser. Et j'ai dit à ma mère, maman, je voudrais faire du cinéma. Alors ma mère était catastrophée, elle a téléphoné à ses amis, elle a dit, mon fils veut faire du cinéma. Alors les amis ont dit, quel dommage, un si bon élève. Et néanmoins, ma mère est allée chez le libraire, je suis allé avec elle, je me souviens, et elle dit, est-ce que vous avez un livre qui explique comment on peut devenir cinéaste? Alors la libraire a dit, mais non, pas du tout. Mais il y avait une revue qui s'appelait Avenir. Alors ma maman, elle souscrit à la revue, et elle a, au bout d'un an, il y a eu un numéro spécial sur le métier du cinéma. Alors elle a regardé, et elle a tout de suite téléphoné au magazine en disant, vous êtes trompé, là les prix sont beaucoup trop forts, c'est sans doute ce qu'ils gagnent par an et pas par jour. On a dit, si, madame, c'est le prix, c'est bizarre, mais c'est comme ça. Donc ma mère était un peu rassurée quand même, et elle a téléphoné au directeur de la FEMIS, Juré. Et donc le directeur de la FEMIS, mon fils veut faire du cinéma, je souhaite vous rencontrer, monsieur, très bien. Elle m'emmène, et donc je me souviens, j'avais une soquette blanche, et il y avait l'élastique qui avait pété, donc j'étais très embêté, je remettais la chaussette sans arrêt. On rentre dans le bureau du directeur de la FEMIS, vous voyez, je suis assis, monsieur Tessonneau dit, alors votre fils, et j'en ai quel niveau, etc., puisqu'on rentre à la FEMIS généralement avec bac plus 5, bon. Et elle dit, c'est lui. Il dit, tu veux faire du cinéma, toi? Ben, oui, monsieur. Bon, la chaussette. Et il appuie sur un bouton, c'est sa secrétaire qui arrive, une grande voix qui parle comme ça. Oh, ben, qu'est-ce qu'il veut me dire? Il veut faire du cinéma? Ouais, c'est gentil, alors. Et ma mère, qui était sténodactylo, elle dit, mais alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour faire du cinéma? Alors, il fait la liste, il dit, comme il est très jeune, qu'il fasse du latin, du grec, mais aussi de la science, la physique, donc je fais un truc qui s'appelait Aprime à l'époque, maths élève, évidemment, des études de lettres à la Sorbonne, je fais tout ce qu'il faut. Je vois beaucoup de films, qui lisent beaucoup, je lis beaucoup. Et quelques années plus tard, j'ai fait exactement ce qu'il me dit. C'est-à-dire, je rentre à Louis Lumière, et en fin d'année de Louis Lumière, je prends rendez-vous avec lui. Et il me dit, qu'est-ce que vous voulez? Je lui dis, écoutez, monsieur, je suis venu vous voir il y a des années avec ma maman, j'avais une soquette. C'était vous le gamin à la soquette? Ah oui, je dis oui. Il appuie sur le bouton. Oh, mais quel petit garçon, alors il est génial. Mademoiselle Nicolas. Et je vous la fais brève. Là, mon papa, il était malade. Je lui dis, voilà, moi je veux rentrer en section réalisation. Il y avait un deal entre les deux écoles, je ne sais pas si ça existe toujours, où quand on était diplômé de l'école Louis Lumière, on pouvait rentrer en deuxième année directeur de photo, dans la section directeur de photo de la FEMIS. Et moi, je lui ai dit, non, je veux faire réalisation. Ah, mais ça, c'est pas possible, ça. Et je le baratine tellement qu'il me dit, bon, d'accord, alors vous me faites un film de 600 mètres, donc de 20 minutes, en 35 mm, sonore évidemment, je veux voir ça, je veux que vous ayez au moins mention bien au BTS, que vous soyez premier de votre promotion, de Vaugirard, de Lumière, et que vous ayez un certificat de licence. Bon, j'attends la fin de l'année, je reprends rendez-vous avec lui, j'arrive avec une double bande de 600 mètres, je pose mon diplôme, mon machin, premier de la classe, etc. Je suis entré en dernière année de l'IDEC, en section réalisation, je suis sorti à 19 ans. Voilà.
comment j'ai fait. Et après, et alors, même dit Nicolas, un jour, elle m'appelle, elle me dit, il y a un assistant qui est malade, est-ce que vous voulez le remplacer? J'étais en train de faire mon mémoire de fin d'année, je lui dis, pas question, madame Nicolas. Elle me dit, vous avez le temps, parce que c'est 150 francs par jour, quand même. J'ai dit, alors 150 francs, je réfléchis, disons, ça me semblait vraiment cher. Donc je dis oui, finalement. Je me retrouve sur un truc de film publicitaire complètement nul. C'était une histoire de films, ce qu'on appelait les films préfabriqués. Alors c'était, par exemple, vous avez deux gars, deux myopes qui cherchent par terre une carte de visite parce que il y a eu du vent. Et ils se cognent. Oh, ben qu'est-ce que vous cherchez? Ah, je suis chez l'opticien, ben, c'est cette carte-là. À vous aussi, cut. Opticien, 2 places du marché à Beauvais. Bon. Et là, j'arrive, c'était un film pour des auto-écoles. Alors, on me fait voir un storyboard, j'avais jamais vu un storyboard de pub, j'avais jamais vu de pub, puisque j'allais qu'à la cinémathèque, il n'y avait pas de télévision chez moi, donc pas de pub. Et ça raconte l'histoire suivante. Il y a une jolie blonde dans une voiture décapotable, on panoramique vers l'avant, on s'aperçoit que la voiture est défoncée, et on recule, et elle est tractée par une dépanneuse. On dit, pour éviter ça, cut, auto-école, 5 places du marché à Amiens. Donc j'arrive, j'avais appris ce qu'il fallait faire quand on était assistant, donc je vérifie, il y a bien une blonde, elle a les cheveux longs, c'est bon. Il y a une voiture décapotable, sauf qu'elle n'est pas pétée, mais enfin bon, je sais qu'en publicité, ils sont complètement dingues, ils ont plein de sous, donc ils vont la casser. Une dépanneuse, je dirais une caméra, un opérateur, tout ce qu'il faut. Et je vois le metteur en scène installer la voiture pas cassée, accrochée à la dépanneuse et commencer sa répétition. Alors je lui dis, monsieur, il faudrait mieux casser la voiture d'abord, parce que là, faire un panoramique sur le début de la voiture qui n'a rien, ça ne veut pas dire que la fille ne sait pas conduire, ça veut dire que sa voiture est en panne, mais ça n'a rien à voir avec un défaut de conduite. Il me dit, tu veux quoi, toi? Je dis rien, monsieur. J'insiste, je dis, mais attendez, là, je vois qu'il continue, je dis, on va perdre du temps. Et là, je lui dis, il faut casser la voiture avant. Il me dit, il s'adresse à l'électricien, Dédé, enlève le phare, fais-le pendre. Bon, Dédé enlève le phare, fait pendre le truc. Moi, je ne sais pas qu'il faut être respectueux, j'ai que 19 ans, donc je dis, oui, mais monsieur, là, si vous faites un panoramique et que le phare pond, ça veut dire que la fille est une folle, elle a fait une dépanneuse parce qu'elle ne sait pas recasser son phare. Il me dit, alors tu sais quoi, toi, tu es assistant, c'est ça? Oui, monsieur. Eh bien, tu vois là-bas, il y a un carrefour. Alors tu vas te mettre au carrefour et personne ne passe, d'accord? Donc je vais au carrefour et il y a une bagnole qui arrive. Ah, je dis, on passe pas. Il y a un tout petit bonhomme qui sort. Jean Mineur, il me dit. Alors ça vous dit peut-être rien, mais Jean Mineur, c'était un vrai monsieur qui avait la chaîne de toutes les publicités dans le cinéma. Il y avait un gars qui lançait un piolet comme ça faisait ting-ling-ling. Jean Mineur. C'était la publicité Jean Mineur. C'est le vrai Jean Mineur. Bon, alors, il me dit, qu'est-ce que vous faites? Ben, je suis assistant, on passe pas. C'est moi le producteur. Hein. Alors, je passe. Ça se passe comment? Alors, moi, à l'époque, j'étais vraiment assez arrogant. Je lui dis, aux questions de travail, on va être très bien. Hein. Il me regarde d'un air sombre. Il va voir le truc. Les autres étaient en train de remballer. Je me retrouve le lendemain voir les roches. À l'époque, vous savez, il fallait que le film passe au laboratoire, donc on voyait le travail le lendemain. Moi, je me mets tout au fond de la salle, je suis nouveau, il y a toute l'équipe. Et on voit la scène. La fille, blonde, panoramique, gros plan, le phare qui tombe, recule, la dépanneuse. Jean Mineur se met dans une colère. Mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Mais ça veut dire quoi? Que cette fille, c'est qu'une imbécile, elle s'est même pas foutue de refoutre son phare, et on va vendre des auto-écoles avec ça? Moi, je me tire. Parce que le chant, c'est mauvais. Je rentre à la maison, le téléphone sonne. C'est Jean Mineur. Il me dit, est-ce que vous êtes libre demain? Je vois 150. Je dis, oui, monsieur Mineur. Est-ce que vous êtes libre toute la semaine? Je multiplie par 6. Ça me plaît énormément. Il me dit la semaine d'après, là, je sais plus. Je lui dis, oui, monsieur Mineur. Et il me dit, c'est pas pour être assistant, vous reprenez la série. Et j'ai fait 24 films publicitaires à 19 ans et demi. Et j'ai eu mon premier chèque de metteur en scène à 19 ans et demi. Voilà.
J'espère avoir répondu à ça. Bon, une dernière? Et donc, dans Land de la Rose et du coup sur les Guerres du Feu, on a de bonnes forêts de trombines. Comment vous arrivez à bien les éclairer pour... c'est assez organique. Comment vous arrivez à les rendre vivants comment dire? Comment vous arrivez à bien capter la texture de leur visage en gros plan? Alors attendez, je n'ai pas bien compris votre question. D'abord, je ne vois pas, vous êtes où? Je suis là. Là, oui, mais là, vous? En fait, là, au centre, ici. Ah oui, d'accord, oui, bonjour. Oui, alors, vous me demandez comment on a fait pour éclairer pour les visages? Pour les visages, oui, pour bien appuyer leur texture. Eh ben, écoutez, on prend un très bon chef opérateur. J'ai pris Tonino Delicoli, qui avait travaillé avec Fellini et avec Sergio Leone et Pasolini. Et comme tout de même j'ai fait des photographies depuis l'âge de 7 ans, je sais un petit peu comment on fait et quelles techniques on utilise pour avoir les textures des visages souhaitées. Là, dans le cas qui nous occupe, sur la petite scène que vous avez vue, j'ai travaillé avec des longues focales, ce qui permet d'avoir le point sur le visage, de mettre des projecteurs pas trop près, mais de les mettre en lumière douce. Et après, si vous voulez, c'est un problème de photographie que Tonino Delicoli était un des grands chefs opérateurs italiens, savait régler magnifiquement. Donc ça, c'est du ressort du chef opérateur, sous la direction évidemment du metteur en scène, lequel metteur en scène sait que pour avoir un visage marquant, il faut l'installer plutôt sur un fond sombre et éclairer de 3/4. Il ne faut pas éclairer de face, il faut éclairer de 3/4 de façon à ce que toutes les rides apparaissent bien et de manière douce, c'est-à-dire par réflexion, ou aujourd'hui avec un panneau de LED. LED. Ben, écoutez, une dernière question, puis on va se coucher. Oui, d'autant que Jean-Jacques se couche un petit peu plus loin que vous tous. Ben, ça dépend, il a peut-être qu'à habiter. Oui, peut-être. Bonsoir. Alors, vous êtes où? Je suis ici. Ah oui, d'accord, je vous vois. J'ai une petite question concernant le dernier des loups que j'ai vu il n'y a pas très longtemps et que j'ai vraiment beaucoup aimé. Si je me souviens bien, c'est tiré c'est une histoire vraie, donc que le personnage dans le film écrit ensuite, le livre est publié. Et je ne sais pas si cette personne, la personne qui du coup a vécu cette histoire et l'a ensuite publiée est encore en vie. Et si vous l'avez rencontré. Et aussi, ce que j'aurais aimé savoir, c'est ce qui est un petit peu dit dans le film concernant l'auto-régulation de la steppe qui est mise en danger, qui, à la fin du film aussi, qui dit que c'est vraiment un péril. Est-ce qu'aujourd'hui, vous savez où ça en est? Qu'est-ce qui se passe dans la steppe à ce niveau-là aujourd'hui? Écoutez, la première réponse est oui, je connais extrêmement bien le personnage qui a raconté cette histoire qui a été la sienne. Il a été, lui, jeune garde rouge, c'est-à-dire qu'il était fils de bourgeois, mais il s'est impliqué dans la révolution maoïste, comme d'ailleurs certains Français. On pensait que c'était l'avenir, qu'il fallait que les jeunes intellectuels aillent à la campagne, donc il a fait tout ça de bon cœur, sauf qu'il s'est aperçu après du désastre que c'était, et il a publié un livre que personne n'attendait, personne ne le connaissait, il était simplement le mari d'une femme très célèbre qui est une espèce de Marguerite Duras chinoise. Ce type est venu quasiment m'attendre à l'aéroport et m'a emmené dans les lieux où s'était passée l'histoire. J'ai vu absolument les vieux personnages qu'il avait aidés à l'époque, le lieu où il avait planté sa yourte, le trou où il avait trouvé le petit loup. Et ce personnage m'a énormément plu parce que c'était un intellectuel qui s'est fait emprisonner après le drame de Tiananmen. Il a passé 10 ans en prison. Et dans le voyage qui m'emmenait avec lui en Mongolie, il débattait avec son copain, qui est maintenant un vieux monsieur, mais le copain qu'on voit dans le film, était venu aussi me chercher à l'aéroport pour m'emmener sur les lieux.
et tous les deux débattaient des avantages et des inconvénients de Lamartine par rapport à Chateaubriand. Et il citait des passages de Victor Hugo absolument par cœur. Et l'autre, le copain, lui est devenu peintre de la Mongolie, grand admirateur de l'école de Barbizon, me demandant si je connaissais les œuvres de Troyon, les œuvres de Courbet, les œuvres de Corot, si j'étais familier avec d'Aubigny. Bon, je me suis retrouvé avec une bande. Après, j'avais dans une yourte au milieu de n'importe où, bouffé par les moustiques. Et là, je tombe sur une bande de fous furieux, des écolos comme j'ai jamais vu. Je connais à peu près tous les ministres de l'écologie en France, y compris notre ami Nicolas Hulot, mais j'ai jamais vu des excités pareils. Pourquoi? Parce que la Chine était en train de mourir de pollution et qu'ils se pensaient avoir une mission qui m'a d'ailleurs été confirmée dès que je suis arrivé, et même avant quand on m'a sollicité. Grosso modo, j'ai reçu une délégation de Chinois qui sont venus me dire « Est-ce que vous avez lu Wolf Totem ?» La réponse était oui. « Est-ce que vous avez aimé le livre ?» J'adore le livre. Alors, est-ce que vous accepteriez de venir en Chine pour tourner ce film? J'aurais dit, mais écoutez, malheureusement, je suis banni de Chine, donc je ne peux pas aller, Brad Pitt et moi, on est bannis. Et non, attendez, on vous adore, on sait que vous avez fait de la peine en faisant un film qui était contre nous, mais allons-y, pas par quatre chemins, on a besoin de vous, parce qu'on ne sait pas faire ce genre de film. On aime beaucoup votre travail, etc. Ils m'ont baratiné, en me disant, grosso modo, on a un sérieux problème en Chine, mais on ne peut pas le dire nous. Donc on a besoin d'une voix indépendante. Alors ça, sans doute vous surprendre ce que je vais vous dire, parce que, évidemment, la Chine a la réputation d'être un pays où on n'a aucune liberté. Mais là, dans mon cas, on m'a dit, écoutez, voilà, nous, on ne peut pas dire qu'on a fait des bêtises. Les cinéastes chinois, ils auront du mal à le dire aussi. Les cinéastes mongols, ils comprendront pas trop bien les Chinois et pas plus les loups. Et puis si on demande à un Américain, ils comprendront ni les Chinois, ni les Mongols, ni les loups. Donc on a vraiment pensé à vous, on a besoin de vous, et soyez sincères, s'il vous plaît, on vous laisse complètement libre, parce qu'on sait où est votre cœur. Ça, vous savez, c'est des choses qu'on entend dans des pays d'Extrême-Orient. J'ai pas cru tout à fait, mais en fait, j'ai eu totale liberté. J'ai fait le scénario moi-même, avec mon ami Alain Godard, qui était mon scénariste habituel, et puis j'ai choisi mes acteurs, choisi mes décors. Ils m'ont laissé d'une liberté totale. Ils ont quand même investi pendant 2 ans avant que le film n'existe, en faisant venir le meilleur dresseur de loups canadien. J'ai fait mon casting de loups 3 ans à l'avance pour choisir les papas et les mamans qui allaient faire des beaux petits loups avec des jolis yeux, etc. etc. Donc un truc de fou, parce que vous savez, pour investir 2-3 millions de dollars dans une aventure comme ça avant que le film existe, sans être sûr que le scénario va aboutir, il faut le faire. Et bah oui, ça a été complètement miraculeux. J'ai fait absolument le film que j'ai voulu, avec le résultat que j'ai souhaité, c'est-à-dire, et ça je l'ai très peu dit à l'époque, parce que je ne voulais pas qu'on me prenne pour un agent du gouvernement chinois, ce qui n'est évidemment pas le cas, mais ce qui m'a complètement enthousiasmé, c'est que ce film a effectivement servi à protéger la steppe, à réintroduire le loup, à cacher les lignes électriques de manière souterraine, et curieusement, de stopper la prolifération des éoliennes. J'avais beaucoup ri, il y avait le ministre français de l'écologie de l'époque, qui s'appelait comment, Balto, bravo, merci, et qui est venu et a pris la parole devant les ministres chinois en disant, voilà, vous devriez vous équiper en éolienne, parce que c'est un truc qui est bien, c'est nouveau, vous devriez savoir ce que c'est. Et évidemment, la Chine avait déjà, je ne sais pas, 20 000 éoliennes, alors qu'on en avait 18, et est devenu le plus grand fabricant d'éoliennes. Le problème, c'est qu'on s'est aperçu que dans la steppe, ça faisait des flux extrêmement dangereux pour les oiseaux, et que ça tue les oiseaux. Or, c'est les oiseaux qui pollinisent la steppe. Et donc, il a fallu arrêter un moulin sur 2, une éolienne sur 2, et qu'aujourd'hui, si vous vous intéressez à
l'actualité, vous savez sans doute que la Chine est devenue le premier pays en photovoltaïque, le premier pays en éolienne, le premier pays en replantage d'arbres. Moi, quand j'ai investi mon bureau à Pékin, dans le Studio China Film Group, qui est à une trentaine de kilomètres en banlieue, c'était du béton et des bâtiments sinistres. Et maintenant, c'est une forêt. Tous les jours, je doublais des camions chargés d'arbres avec des machines qui faisaient des trous. Et c'est incroyable. Parce que la Chine, on ne peut pas imaginer ce que c'est. Ici, évidemment, on fait attention aux crapauds qui doivent traverser l'autoroute. Donc, l'autoroute met 25 ans. Là-bas, on s'en fout des crapauds. Mais effectivement, il y a une transformation massive. Et du coup, je connais maintenant la plupart des ministres chinois. J'ai été en voyage officiel 4 fois avec nos présidents de la République et nos premiers ministres. Et j'ai quand même eu la chance, après avoir été banni, de recevoir 10 minutes de compliments à la Maison du Peuple par Xi Jinping et d'être convié 2 fois à faire des discours à la Maison du Peuple. Donc voilà, un destin pas ordinaire de quelqu'un qui a été banni et ensuite de quelqu'un... Alors j'ai dit, mais comment ça se fait que vous me laissez faire? À la fin, quand finalement j'ai fait le film que vous avez vu, est exactement celui qui est passé en Chine. Et on m'a dit ces choses-là. On m'a dit, tu sais, ce qui nous avait fait de la peine avec cet Antibet, on sait que tu nous aimes parce que tu as fait l'amant. Et que c'est le seul film occidental où on montre un Chinois aristocratique et digne. La petite méchante, c'est l'européenne. Le Chinois, il est bien. Et là, on a compris que tu nous aimais. Et donc, quand tu as fait cet Antibet, maintenant, on se dit, ah, c'est ça les artistes. Ils ont des caprices. Il faut les comprendre. Et alors, reviens vite pour tourner d'autres films. Je reviens d'ailleurs de Chine, où effectivement, on me propose un film par mois. Voilà. Donc, belle aventure pour moi. Mais vous voyez, effectivement, il y a un aspect qui m'a quand même beaucoup touché. Je me suis senti un peu responsable d'ajouter une petite goutte d'eau dans quelque chose qui peut faire du bien et faire basculer un pays clé dans l'évolution du sauvetage de la planète. Et donc, au-delà du film et du plaisir de faire ce film, j'ai eu ça en tête et j'en suis très, 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 très heureux. De Pékin à Amiens, c'est un parcours exceptionnel. Je me sens bien dans les 2 endroits. Merci en tout cas de votre Merci en gentillesse. tout cas.